C'est une approche importante pour nous chez OpenAI, c'est de montrer d'un point de vue recherche les avancées qu'on a et en même temps avoir ce déploiement très itératif en engageant en fait tous les parties impliquées pour faire en sorte qu'on le fasse du mieux possible et que ce soit bénéfique à toute l'humanité. Bonjour, bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'émission 100% Tech, chaque samedi sur toutes les plateformes de podcast. Et je vous emmène chez OpenAI cette semaine, l'entreprise high-tech la plus en vue du moment, la maison mère de ChatGPT, avec un entretien exclusif. Romain Huette, ingénieur français chez OpenAI, nous parle des dernières avancées de ChatGPT. On découvrira notamment le futur GPT-4o. Avant cela, l'actu de la semaine, c'est l'Union européenne qui resserre son étau autour d'Apple et aussi de Microsoft. Et puis des nouveaux smartphones en approche signés Motorola, Samsung ou encore Google. Dans sa chronique Café Tech, Jérôme Marin reviendra sur la bataille des géants de l'intelligence artificielle. Avec Bruno Guglielminetti dans le débrief transatlantique, on évoque la messagerie ICQ. Rappelez-vous, si vous l'avez connue, elle met la clé sous la porte. On parlera aussi d'IA aux Jeux Olympiques, à la fois pour la vidéosurveillance et pour les commentaires sportifs. Enfin, dans la deuxième partie de cette émission, on évoquera la question de l'IA souveraine avec une innovation qui nous vient des labos de Centrale Supélec. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo du 29 juin 2024. Monde Numérique, Jérôme Colombin. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Monde Numérique, l'hebdo. Monde Numérique, c'est chaque samedi 50 minutes de news et d'interviews. Les autres jours de la semaine, des interviews long format, des éditos, des bonus, disponibles sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube et même sur les assistants vocaux. Monde Numérique, c'est aussi une newsletter. Vous pouvez vous y abonner via le site mondenumérique.info où vous trouverez d'ailleurs des tas d'autres choses. Cette semaine, à noter un nouvel épisode du Grand Débrief. Le Grand Débrief, c'est l'émission spéciale que je vous propose avec mes camarades Bruno Guglielminetti et François Sorel. Chaque mois, le dernier jour du mois, on se retrouve pour débriefer les grandes actus du moment. On parle d'Apple, de Google, d'OpenAI, toutes les annonces qu'il y a eu au mois de juin. On parle aussi d'Elon Musk, on parle de vote en ligne aussi. C'est en audio, bien sûr, sur le fil du podcast Monde Numérique, mais c'est aussi en vidéo sur la chaîne YouTube. Et alors, avec cette semaine, une formule un peu originale, puisqu'on s'est transformé en avatar 3D et on vous donne rendez-vous dans le métaverse, ou en tout cas dans l'espace Horizon Workrooms avec nos casques de réalité virtuelle, une émission un peu particulière. À ne pas rater donc le grand débrief du 30 juin 2024. L'actu de la semaine. L'actu de la semaine avec Nicolas, le journaliste virtuel de Monde Numérique sous contrôle humain. Et on commence par Apple qui est sur le point et qui serait sur le point de priver les utilisateurs européens de plusieurs fonctions. Tout cela à cause du DMA, le règlement européen. Une annonce menaçante faite par la marque à la pomme il y a une semaine. 10 jours après la présentation d'Apple Intelligence, Apple a annoncé le 21 juin qu'il allait reporter le lancement dans l'Union européenne de plusieurs fonctions majeures prévues sur les nouvelles versions des logiciels iOS 18 et macOS Sequoia. Il s'agit de la fonction de recopie d'écran sur Mac, également appelée iPhone Mirroring, d'une nouvelle fonction baptisée SharePlay Screen Sharing, qui permet d'aider un ami à distance, et enfin d'Apple Intelligence, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'intelligence artificielle dans les futures versions des systèmes d'Apple. L'annonce est donc importante. La firme américaine met en cause le Digital Market Act. Selon Apple, ce règlement européen entré en vigueur en mars dernier l'obligerait à faire des modifications qui auraient des conséquences sur la sécurité des données des utilisateurs. Un thème cher à Apple. Les futurs logiciels iOS 18 et macOS Sequoia seraient donc privés de ces nouvelles fonctions au moins pendant un an, le temps de développer des versions spécifiques pour les Européens. Voilà, alors, véritable raison technique ou bien un coup de bluff de la part d'Apple, peut-être pour masquer un retard dans le développement de ses fonctions, et puis aussi peut-être une manière de manifester son opposition à la réglementation européenne. On en parle justement de tout cela dans le grand débrief de Monde Numérique en date du 30 juin 2024. Mais en attendant, il faut dire que donc tout cela s'inscrit sur fond de bras de fer entre Apple et l'Union européenne. Et d'ailleurs, la Commission européenne a réagi à ces annonces d'Apple.
Oui, selon le site Numérama, la Commission européenne se dit fière qu'Apple réagisse ainsi, car cela montre que la législation DMA pousse les grandes plateformes à la prudence et à respecter les règles de concurrence. Précisons que, par ailleurs, la Commission européenne a ouvert la voie lundi 24 juin à une sanction très lourde contre la marque à la pomme pour non-respect de la réglementation sur les App Store. Apple est tenu d'ouvrir à la concurrence le marché de la distribution des applications sur iPhone, mais elle met des bâtons dans les roues aux développeurs pour les dissuader d'utiliser autre chose que son propre App Store. L'amende très lourde pourrait aller jusqu'à 30 milliards d'euros. Bref, c'est peu de dire que le torchon brûle entre la marque à la pomme et les Européens. L'Europe, décidément très remontée contre les GAFAM, enfin les géants américains de la tech. Et l'Union européenne menace également Microsoft pour une raison qu'on voyait arriver gros comme une maison, encore une histoire de logiciels liés les uns aux autres. Microsoft risque d'écoper d'une lourde amende et d'une obligation de revoir ses pratiques commerciales. Motif, l'intégration de son application de visioconférence Teams à l'intérieur de ses logiciels, notamment Windows. Il s'agirait d'une vente liée illégale. Mardi 25 juin, la Commission européenne a déclaré avoir envoyé aux géants américains une communication des griefs, c'est-à-dire la liste des pratiques contestées. Cette action s'inscrit dans le cadre de l'enquête antitrust ouverte par l'Union européenne il y a 1 an. ChatGPT, on va en parler donc en détail tout à l'heure. En attendant, 2 infos intéressantes cette semaine concernant le chatbot. D'abord, sachez qu'il va falloir attendre encore pour la version vocale du nouveau modèle GPT-4o. Le moteur lui-même, le LLM, est déjà là, GPT-4o, mais quand on lui parle, c'est encore l'interface vocale GPT-4. Et donc OpenAI vient d'annoncer qu'il avait décidé de reporter de quelques semaines la sortie du mode vocal pour procéder encore à des ajustements supplémentaires aux États-Unis et donc aussi en France. Ça devrait arriver du coup beaucoup plus tard. Mais vous aurez quand même donc un avant-goût de tout cela avant l'heure, tout à l'heure avec mon invité Romain Huette. Et puis alors deuxième info intéressante, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. En revanche, si vous êtes accro à ChatGPT, c'est l'application ChatGPT pour ordinateur qui vient d'arriver. En tout cas, pour commencer, la version Mac de cette application. ChatGPT pour Mac est une application qui permet d'utiliser le célèbre chatbot d'intelligence artificielle directement sur son ordinateur sans passer par l'interface web, y compris en mode vocal. Alors, qu'est-ce que cela apporte ? Eh bien, un peu plus d'intégration dans votre environnement de travail. On peut convoquer ChatGPT à tout instant à l'aide d'un raccourci clavier. Il suffit d'appuyer sur les touches Option plus, barre d'espace. Ensuite, on peut lui poser toutes sortes de questions, y compris vocalement. On peut lui coller un texte ou une image pour demander un résumé, une analyse ou toute autre chose. À l'automne prochain, il devrait même être capable de voir votre écran afin d'interagir plus facilement. Il existe déjà une version mobile de ChatGPT pour iPhone et Android. Il y aura prochainement aussi une version pour ordinateur Windows. Voilà, et je l'ai essayé, c'est pas mal du tout. C'est pratique d'avoir ChatGPT directement sous la main pour lui faire faire des choses sans devoir se connecter au site, etc. C'est un peu troublant aussi parce que quand on entame une session de chat vocal notamment, eh bien si on oublie de clore cette session, ChatGPT reste à l'écoute et on peut l'interpeller à tout moment, ce qui veut dire qu'il a quand même un peu les oreilles qui traînent. Quelques annonces côté smartphone cette semaine et on commence avec Motorola. Oui, Motorola, la célèbre marque qui poursuit son bonhomme de chemin et qui conforte également son positionnement sur le marché des appareils à écran pliable. Et c'est la deuxième journaliste virtuelle de Monde Numérique, Darine, qui nous en parle. Motorola, qui est pionnier en matière de téléphone à clapet dès les années 90 et qui est déjà présent sur le marché des smartphones à écran pliant, Motorola vient de dévoiler 2 nouveaux modèles baptisés Razr 50 et 50 Ultra. Alors quoi de neuf ? Eh bien, un écran un peu plus grand, un meilleur appareil photo et des performances techniques améliorées. Le Razr 50 sera proposé à 900 € et le 50 Ultra à 1199 €.
Avec ces nouveaux produits, Motorola coupe l'herbe sous le pied à Samsung qui doit dévoiler lui aussi ses nouveaux pliants, les Galaxy Fold qui s'ouvrent verticalement et Galaxy Flip qui se plient horizontalement. Voilà, les smartphones pliants qui, petit à petit, s'installent quand même dans le paysage. Alors, la part de marché est encore minime, mais elle était de 1,2% en 2022. Elle devrait doubler d'ici à 2027, selon les prévisions. Samsung, donc, qui va sortir du bois également, comme tous les ans, avec un événement qui va se tenir en France. Samsung tiendra son événement annuel Galaxy Unpacked le 10 juillet à Paris. Et puis, toujours en matière de smartphone, c'est aussi en plein été, le 13 août prochain, que Google présentera sa nouvelle gamme de smartphones sous Android, les Pixel 9 et Pixel 9 Pro. Des nouveautés sont attendues notamment en matière d'intelligence artificielle. Et oui, bien sûr, de l'IA, toujours de l'IA. Donc, dans les prochains smartphones Google et aussi sans aucun doute dans les nouveaux Galaxy de Samsung. Voilà pour l'actu tech de la semaine, ce petit tour d'horizon des news importantes à ne pas rater. On va prendre un petit peu de hauteur maintenant, c'est ça aussi, monde numérique. Chaque semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Marin, journaliste spécialisé, auteur de la newsletter Café Tech. Et Jérôme, qui nous décrypte un sujet d'actualité, nous parle cette semaine des batailles autour de l'intelligence artificielle, alors que les annonces à la fois de nouveaux produits et aussi d'investissements tous azimuts dans ce domaine se multiplient. Pendant longtemps, l'intelligence artificielle a surtout été une question de recherche fondamentale qui n'était pas destinée à déboucher sur un produit commercial. Il s'agissait aussi de recherche ouverte, c'est-à-dire partagée avec d'autres pour avancer plus vite. À cette époque, on rêvait encore de concevoir des IA devant bénéficier à l'humanité sans être dictés par une logique de profit. Mais le lancement spectaculaire de ChatGPT, il y a 1 an et demi, a tout chamboulé. Et c'est une course de vitesse qui s'est engagée entre OpenAI, Google, Meta et de nombreuses startups pour lancer au plus vite de nouveaux produits, parfois, si ce n'est souvent, au détriment de la sécurité. Aujourd'hui, dans l'IA, les enjeux financiers ont donc pris le dessus sur tout le reste. Il faut dire que les sommes en jeu sont gigantesques. L'entraînement des derniers modèles nécessite en effet une importante puissance de calcul. Cela se traduit par des investissements massifs pour acheter des cartes graphiques ou pour utiliser une plateforme de cloud. Autre conséquence, des levées de fonds se chiffrant en centaines de millions, voire en milliards de dollars. En ligne de mire pour tous ces acteurs, des retombées commerciales potentiellement énormes, tant l'IA pourrait révolutionner de nombreux métiers. Prenons 2 exemples pour illustrer cette nouvelle réalité. Le premier, c'est OpenAI, la start-up vedette du secteur qui était à l'origine dotée d'un but non lucratif. Mais ce statut n'a pas résisté bien longtemps devant les besoins de cash. Il a été modifié quand Microsoft lui a versé plus de 10 milliards de dollars pour financer son développement. En interne, la société s'est déchirée pendant longtemps sur la question de la sécurité et c'est l'approche financière du patron Sam Altman qui a triomphé après une tentative d'éviction ratée. Les partisans d'une approche plus prudente ont eux été poussés vers la sortie. Le deuxième exemple, c'est Google qui a investi massivement pendant des années dans leur recherche fondamentale. Mais le géant américain a récemment changé de cap, demandant à ses laboratoires DeepMind et Brain de se focaliser sur le modèle Gemini qui doit lui permettre de rivaliser avec OpenAI. Alors certes, le groupe n'a pas totalement abandonné la recherche, mais des chercheurs expliquent qu'il est désormais plus difficile d'obtenir des capacités de calcul ou qu'ils sont invités à réfléchir aussi à une application commerciale. En outre, Google a limité la publication d'articles scientifiques pour ne plus aider ses concurrents. Il en a déjà fait l'expérience, ses travaux sur le modèle de réseau de neurones transformers, publiés en 2017, ont en effet joué un rôle primordial dans l'émergence de ChatGPT. Voilà, et pour en savoir plus, je vous renvoie bien sûr à la newsletter Café Tech de Jérôme Marin, cafetech.fr. En attendant, on traverse l'Atlantique maintenant. Le débrief transatlantique. Jérôme Colombin, bonjour. Ah, bonjour, Bruno Guglielminetti, c'est vous? Oui, c'est moi. Et vous, c'est vous? Ouais, salut. Heureux de te retrouver dans ton podcast. Écoute, pareillement, et ravi que tu m'accueilles dans le tien, comme chaque semaine. C'est devenu, c'est plus une habitude, c'est une obligation. C'est un rituel, cher ami. Ah ouais, c'est le plus beau, un rituel. C'est joli, ouais. Hein. Alors Bruno, tu m'as dit, cette semaine, il faut absolument qu'on parle de ICQ. Pourquoi ICQ ?
Ben, parce que ICQ, cette semaine, a fermé ses portes après presque 28 ans de bon service. Ouais. Ça a fermé. Ben, ICQ, c'était une initiative. C'est un peu comme l'ancêtre de Messenger. Ouais, c'est un truc de vieux, il faut expliquer, parce que tout le monde connaît pas ICQ, hein. Ah non, ben, quand même, il y avait encore quelques millions d'utilisateurs aujourd'hui. Mais donc, l'ancêtre de Messenger, de WhatsApp, bon. Messagerie instantanée, en fait. C'était la première messagerie instantanée, c'est ça? La première, je pourrais pas te le garantir, mais celle qui a été la plus populaire en 96. Et donc, 96, on est au balbutiement du début de l'Internet commercial, là. C'est Mirabilis, qui était une entreprise israélienne qui avait mis ça en ligne. D'accord. Et puis, voyant l'intérêt, American Online, AOL, a acheté cette entreprise-là pour des centaines de millions et en a fait sienne. Et donc, c'est devenu ICQ, c'est devenu comme le navire amiral des communications à cette époque-là, en tout cas de ce côté-ci, en Amérique. D'accord. Et puis, mais je me souviens, moi, de conversations que j'avais eues avec des gens en Europe avec ça. Et puis, tranquillement, pas vite, on est passé de la messagerie instantanée. Ils ont rajouté des choses. Il y avait de l'audio, il y avait de la vidéo, il y avait des groupes de discussion. Et c'était devenu en soi presque une plateforme de communication. On pouvait parler avec des gens qu'on connaissait, mais aussi avec des gens qu'on ne connaissait pas, et donc parler à des anonymes, un peu l'ancêtre de Clubhouse, dans le fond. Et puis, et là, c'est ça. Et puis, AOL, évidemment, bon, on l'a vendu à quelqu'un d'autre. Et puis, dans les dernières années de sa belle vie, c'est Vika, la boîte russe, qui avait acheté le ICQ, la plateforme. Mais là, voyant que ça devenait de moins en moins populaire, ben, ils ont tout simplement décidé de tirer les ressources. Alors, cette semaine, c'était la fin d'une page importante de la messagerie instantanée. Ça a quand même duré longtemps, là, presque 30 ans de service, de loyaux services de cette plateforme de communication. Alors, ça valait la peine au moins de faire un clin d'œil. Bien sûr. Non, mais c'est intéressant, mais c'est vrai que moi, j'ai pas beaucoup de souvenirs d'utilisation d'ICQ et je pense que c'est parce toi, que... tu travaillais toujours. Non, mais tu sais, c'était l'époque où vous aviez, vous, les Québécois, une avance sur nous, parce que vous êtes en Amérique du Nord et nous, c'est vrai, vraiment... Vous étiez beaucoup sur la Minitel encore en 85. Oui, exactement. On découvrait à peine Internet, qui était pas répandu. Il y avait pas beaucoup d'ordinateurs dans les foyers. Et ICQ, oui, je savais que ça existait, j'avais dû l'utiliser, etc. Mais l'essor de la messagerie instantanée en France, il a pris avec Microsoft Messenger, MSN. Ouais, c'est vrai. Mais avant, c'était vraiment un truc de geek. Il y avait aussi, c'était l'époque de Usenet aussi, les forums, les forums de discussion. Donc c'était vraiment bien avant, c'est ça, qui était là depuis un moment là. Mais c'était encore un peu une niche, je crois. Mais t'as raison, c'est intéressant de comme ça de s'intéresser aux icônes. C'est marrant comme des énormes marques et des outils qui avaient une influence mondiale peuvent finalement disparaître. Rien n'est éternel. Rien n'est éternel sur ce réseau. Ouais, je suis content que tu me le rappelles. Ça. Sinon, bon, à part ICQ. À part ICQ, l'autre sujet dont je voulais te parler, je sais qu'il y a tes auditeurs qui apprécieront pas, mais on va parler d'intelligence artificielle. Parce que mes auditeurs adorent l'intelligence artificielle. Ouais, mais il y en a, je sais, qui râlent, je le sais. Un petit peu. Je vois passer des mots de temps en temps en te suivant sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Alors à ceux-là, je vous dis, prenez votre mal en patience, ça durera pas longtemps, puis vous allez trouver ça intéressant. Moi, je voulais te poser des questions. Je voyais que, évidemment, il n'y a pas que des élections qui se passent en France, il y a des Jeux olympiques qui intéressent beaucoup plus le reste de la planète et qui vont se passer chez vous. Et là, je voyais qu'ils vont utiliser l'intelligence artificielle au niveau de la sécurité. Oui, absolument. On va utiliser au niveau de la vidéo, en fait. C'est ce qu'on appelle la vidéo algorithmique, c'est-à-dire de la surveillance. On parle de vidéosurveillance, là. C'est de la vidéosurveillance, mais intelligente. L'idée, si tu veux, c'est de détecter de manière automatique des situations problématiques, genre des attroupements là où c'est pas du tout prévu, des agitations, des groupes qui s'agitent, des bagarres, des choses comme ça, des agressions. Donc c'est un moyen qui vient compléter tous les systèmes de sécurité parce que là, je peux te dire qu'en France, tout le monde est sur les dents.
Je discutais encore pas plus tard qu'hier avec quelqu'un qui est bien introduit dans les milieux de la sécurité et du renseignement et qui disent que quand même le niveau d'alerte est assez élevé. Et vraiment, il y a une très grosse mobilisation de toutes les forces de sécurité parce que le défi est énorme. Et alors, heureusement, c'est des gens qui travaillent super bien, qui sont hyper motivés et il y aura beaucoup de moyens qui seront mis à ce niveau-là. Mais effectivement, on a pas mal de craintes. C'est normal dès qu'on concentre beaucoup de gens comme ça. Et la vidéo algorithmique, ça va apporter une petite brique intelligente pour faciliter un peu les choses. Mais alors, bon, tu sais, c'est la France, on est très à cheval sur nos libertés individuelles. Ah oui, ça va faire... Oui, mais ça fait pas l'affaire de tout le monde, là. Écoute, donc ça fait pas l'affaire de tout le monde. Il y en a beaucoup, il y a certains qui râlent, il y a des associations qui râlent contre ça. Mais ça a été fait dans un cadre juridique très très précis, sous le contrôle de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. C'est une dérogation qui a été apportée à la réglementation pour faire ça dans des lieux très précis. Il y a que la police, la gendarmerie, les pompiers, la RATP, la SNCF qui auront le droit d'accéder à ces outils de vidéosurveillance. Donc voilà. Mais c'est vrai que on peut pas s'empêcher de penser que c'est peut-être un ballon d'essai pour développer éventuellement ce type de solution après les Jeux Olympiques dans certains endroits. Bon, voilà, c'est un vrai outil, mais effectivement, il faut vraiment qu'il se fasse dans un cadre strictement encadré, très bien encadré d'un point de vue légal, parce que sinon, c'est la porte ouverte. Ça peut être la porte ouverte à certains dérapages. Et il n'y aura pas, précisons-le, de reconnaissance faciale. Il n'y a pas d'identification. C'est juste pour détecter encore une fois, des mouvements, des mouvements de groupe ou des comportements anormaux, mais pas d'identification des personnes. Quand même, c'est intéressant de voir ça. Ouais, mais chez vous, je sais qu'aux États-Unis, l'IA va être utilisée aussi pour les JO, mais d'une toute autre manière. Là, ça va être intéressant de voir ça. C'est NBC Sports qui a confirmé. Donc, il y a leur animateur vedette, Al Michael, qui s'est prêté au jeu et donc a fait numériser ou digitaliser sa voix. Et donc, grâce à sa voix de synthèse, il va permettre aux amateurs de sport qui voudront bien utiliser ce résumé quotidien la possibilité d'avoir, je pense qu'il y a 10 reportages par jour qui seront disponibles. Et c'est une IA qui va tout simplement faire un montage à partir des images et va générer un texte et ça va être lu virtuellement par la voix de synthèse de Al Michael qui va être présenté. Alors, les gens vont pouvoir... imagine-toi un peu, je sais pas moi, le grand nom de TF1 Sport. Il est pas très bon, moi, dans ce domaine-là, donc je sais pas trop qui ça peut être. Regarde, on veut pas blesser personne, là, non. Il doit en avoir 2 ou 3 qui pensent qu'ils sont le grand nom de TF1 Sport. Et puis, je parle même pas de ceux de France 2. Bon, c'est ça, voilà. Alors, à tous ces bonnes gens, je les salue et parce qu'ils vont avoir beaucoup de boulot. Mais donc, c'est intéressant de voir qu'il y a une voix virtuelle, celle d'une personnalité sportive reconnue, qui va offrir des condensés comme ça. Maintenant, j'ai hâte de voir, moi, c'est toujours ça que je surveille, s'il y aura des dérapages, s'il y aura des ennuis avec ça, parce que c'est une première et faudra voir comment ça va se passer. Je leur souhaite que des succès, mais on s'en reparlera à la fin des Jeux. Mais ce sera bien entendu avec l'accord de l'intéressé, qui en plus, j'imagine, va toucher des revenus avec ça. Là, c'est ça la question. C'est une utilisation de sa voix. Ouais, parce que j'ai des abonnés qui sont très pas très suspicieux, mais qui ont toujours de bonnes questions. Et il y en avait une entre autres qui disait, mais je me demande s'il est rétribué pour cette collaboration-là. Parce que on s'entend, ce sont des vedettes de NBC Sports qui ont des contrats de millions de dollars. Alors, est-ce qu'on vient en rajouter un peu plus sur cette entente-là? Ou est-ce que c'est déjà compris à l'intérieur d'un contrat qui fait et toute utilisation connexe, là, genre? Après, comme tu le dis, c'est des vedettes, et les vedettes comme ça, elles sont pas tout seules. Il y a des équipes derrière, donc des gens à payer, etc. Donc c'est un peu normal aussi que ça génère des revenus. Ce serait pas choquant. Je sais pas si des choses équivalentes ont été développées en France ou pas. En tout cas pour le moment, si c'est le cas, ça n'a pas encore été annoncé. Ça n'a pas été annoncé. Bruno, qu'est-ce que tu proposes cette semaine dans ton émission, dans ton podcast? Qu'est-ce que je suis content que tu me poses la question parce qu'il y a quelque chose d'intéressant cette semaine, comme à l'habitude d'ailleurs. Aquaverdi, c'est une entreprise qui fait dans j'allais dire le jardinage, c'est pas vrai, mais c'est la production de produits tu te diversifies beaucoup si tu pars sur le jardinage. Oui. Mais tu présumes que si j'en parle, c'est qu'il y a l'intelligence artificielle là-dedans, mais donc c'est
de l'agritech, si tu veux. On va résumer comme ça. Et donc, c'est une boîte qui utilise énormément de senseurs pour arriver à faire pousser des choses. Je te donne juste un exemple. Une salade, d'habitude, dans les champs, c'est 60 jours pour faire monter ça. Ben, eux, maintenant, avec des capteurs sur les salades qui écoutent le moindre de leurs besoins, ils sont rendus à 30 jours. Wow. Pour faire grimper une salade pour qu'on puisse la commercialiser par la suite. Alors, tu vois l'importance? Ouais, alors Aquaverdi, je parle avec eux. Je parle aussi avec BioTwin, qui est une entreprise québécoise, mais qui est en train de se faire financer par les Émirats arabes unis. Et ces gens-là, qui travaillent d'ailleurs avec Dassault dans le monde des jumeaux numériques. Ouais. Et eux sont Dassault Systèmes. Exactement. Et eux, très bientôt, on va pouvoir lire le résultat de leur recherche dans Nature concernant la recherche sur le cancer du sein. Et il y a toute une discussion autour de la mammographie qui, de plus en plus, on dit que c'est pas vraiment une source fiable pour faire de la détection. Ben, eux, ils ont vraiment des scores formidables au niveau de la détection. Alors, je parle avec eux. Et puis aussi, un clin d'œil à une collègue à toi, Marion Moreau, qui revient d'Ukraine, où elle a été rencontrer des gens du monde des télécoms et des drones, évidemment dans un contexte de guerre, et puis on fait un peu un débrief sur sa visite en Ukraine. Super. Bah écoute Bruno, on sera à l'écoute. Et puis avant de te quitter, je te donne rendez-vous ce dimanche sur Monde Numérique à nouveau pour le grand débrief avec notre camarade François Sorel. Comme chaque mois, dernier jour du mois, on passe en revue tous les sujets importants du mois. Ouais, mais il y a quelque chose de spécial. Oui, parce que le grand débrief, c'est de l'audio, mais c'est aussi de la vidéo. Et ce mois-ci, on varie un peu les plaisirs et on fait dans l'originalité. On va se retrouver dans le métaverse. Parce que ça existe encore, le métavers. Ouais, il paraît que le métavers existe encore. Ouais. On l'a ressuscité et donc on va se retrouver dans Horizon Workrooms de Meta. Prépare ton casque de réalité virtuelle. Je prépare le mien. François est en train de faire chauffer le sien. Et les amis, je vous attends dimanche pour un nouvel épisode du Grand Débrief, ok? Ouais, mais rassure-moi, c'est aussi disponible uniquement en audio. Ah bien sûr, ce sera également disponible en audio comme d'habitude. Même pas besoin d'avoir l'image. Mais ce sera un petit plus, l'image. Ah, c'est plus léger en audio. Yes, et il faut savoir voyager léger. Bon, Bruno, je te dis à très vite. Salut Jérôme. Salut. L'innovation de la semaine. Une peau artificielle pour les robots humanoïdes. C'est l'innovation insolite que viennent de présenter des chercheurs japonais de l'université de Tokyo. Insolite et assez flippante, il faut bien l'avouer, quand on voit le résultat. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur les photos disponibles notamment sur le site mondenumérique.info et dans ma newsletter cette semaine. Cette équipe de chercheurs japonais a donc fabriqué une peau humaine artificielle. Comment c'est possible? Artificielle parce qu'elle a été générée en laboratoire à base de culture, mais de culture de cellules humaines. Et l'avantage, c'est que cette vraie fausse peau, devrait pouvoir rendre les visages des robots plus réalistes. Pourquoi? Parce qu'elle est plus souple que le latex qui est utilisé habituellement. Donc cela permettra aux robots de faire des sourires, de faire des mimiques, des petites grimaces, des petits plissements afin d'exprimer encore mieux les émotions et avec une élasticité qui fait que la peau reprend sa position d'origine très facilement et très rapidement. Cette peau serait également plus douce, aussi douce qu'une peau humaine, et elle posséderait aussi la capacité de se réparer, de se régénérer toute seule en cas de petite coupure. Une peau artificielle qui devrait donc avoir des fonctions biologiques avancées, y compris peut-être dans le futur de la transpiration ou de la sensibilité au toucher, ce qui n'est pas possible aujourd'hui avec des matériaux synthétiques traditionnels. Alors l'innovation réside aussi dans le système de fixation de cette peau artificielle. Comment est-ce que ça s'attache au corps ou au visage métallique ou je ne sais quoi du robot? Ce sera à partir de ligaments à base de collagène, ce qui devrait apporter encore plus de souplesse. Les robots ainsi équipés devraient donc avoir l'air encore plus réalistes, encore plus humains. Parce qu'on sait qu'au Japon, beaucoup de chercheurs, de spécialistes de la robotique sont obsédés par l'idée de créer des robots qui ressemblent vraiment à des êtres humains.
alors qu'au contraire, d'autres scientifiques estiment que c'est pas une bonne idée et qu'il faut éviter l'anthropomorphisme et il vaut mieux avoir des robots qui ne soient pas trop réalistes. D'autant que ça finit souvent en réalité par provoquer une réaction de rejet. C'est ce qu'on appelle la vallée de l'étrange, la vallée dérangeante, au moment où un robot est tellement ressemblant que eh bien, au début, on est séduit, et puis après, il y a quand même quelque chose qui fait que on se rend compte, avec notre cerveau reptilien, on va dire, que ce n'est pas un véritable être humain. En tout cas, cette équipe japonaise n'en est pas à son coup d'essai puisqu'elle est spécialisée en fait dans les robots bio-hybrides, c'est-à-dire des robots mi-mécaniques et mi-organiques. Et ils ont déjà mis au point notamment un petit robot équipé de muscles de rat. Mais des muscles, là encore, générés, créés artificiellement en laboratoire par culture de cellules, donc comme la peau artificielle. Et cette peau artificielle, justement, elle pourrait aussi servir, selon les chercheurs, dans la cosmétique. Ça pourrait, nous dit-on, permettre notamment de mieux comprendre le phénomène des rides lorsque l'on vieillit. Et ça intéresse tout le monde. Monde numérique, le meilleur de la tech. Allez, on passe à la deuxième partie de cette émission avec les interviews de la semaine. Dans un instant, on va parler de souveraineté numérique en matière d'intelligence artificielle avec une innovation développée au sein de l'école d'ingénieurs Centrale Supélec. Mais avant cela, eh bien, je vous propose d'aller vous immerger au cœur de, sans doute, la start-up qui fait le plus parler d'elle depuis presque 2 ans, l'entreprise américaine OpenAI, qui est à l'origine du fameux chatbot ChatGPT. J'ai le plaisir de vous proposer une interview d'un représentant d'OpenAI qui a la bonne idée d'être français. Il s'agit de Romain Huette qui m'a accordé un long entretien depuis San Francisco. Alors, entretien que vous allez pouvoir écouter en version intégrale si vous écoutez Monde Numérique l'hebdo premium sur Apple Podcast. Et sinon, retrouvez cette interview en format XXL la semaine prochaine, disponible sur toutes les plateformes de podcast comme d'habitude. Et je vous invite vivement à écouter la version longue. Et, entre autres, si vous êtes développeur, ça devrait réellement vous intéresser. Bonjour Romain Huette, en ligne avec nous depuis San Francisco. Salut. Salut Jérôme et merci beaucoup de me recevoir sur ton podcast. Je suis ravi. Romain, tu es français comme ton accent, ton absence d'accent le laisse deviner. Tu es ingénieur chez OpenAI et tu es responsable de l'expérience développeur, hein, c'est bien ça? C'est ça exactement. Alors pour le dire en quelques mots, en fait, l'idée c'est d'aider vraiment les développeurs, les entrepreneurs, les startups à utiliser notre technologie dans leurs propres produits. Donc mon rôle a plusieurs facettes, notamment faire le pont entre les équipes produits et les gens qui utilisent notre technologie. Faire en sorte que leur intégration soit fluide et puis aussi montrer un peu l'art du possible parce qu'au fond, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec l'IA, les possibilités sont assez infinies. Donc essayer d'un peu de guider cette communauté de développeurs et d'entrepreneurs pour les aider à mieux incorporer notre technologie. Super. Alors, on va parler en détail un peu de ce fameux GPT-4o, qui est donc la prochaine version de GPT. Aujourd'hui, on en est à la version 4. GPT-4o, il va apporter encore de nouvelles choses, si on en croit la présentation qui a été faite il y a quelques mois à peine. Et toi, tu as de la chance, tu l'as déjà sur ton smartphone. Ouais, alors peut-être pour expliquer rapidement à l'audience comment ça fonctionne, c'est que donc d'abord on l'a appelé GPT-4o et O pour Omni. Et pourquoi Omni? Parce qu'en fait c'est un omni-modèle. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il a été conçu pour interagir nativement, pas seulement avec le texte, mais aussi avec des entrées sous forme de audio, images, vidéo. Et aussi en étant capable de sortir des réponses dans ces mêmes formats. Et donc, ce que ça veut dire aussi, c'est que la latence, comme tu le disais, est très faible. En moyenne, je pense 300 millisecondes, ce qui est à peu près, en gros, l'équivalent d'une conversation avec un humain. Et au-delà de ça, donc cette capacité de comprendre visuellement et comprendre l'audio, qui est vraiment fascinante. Et donc, pour comparer finalement ce voice mode qu'on peut effectivement montrer dans quelques secondes, la différence, c'est que avant, pour faire ce genre de choses, et avec le voice mode que les gens ont peut-être déjà essayé dans ChatGPT, il nous fallait en fait 3 modèles pour pouvoir faire ça. Le premier, c'était un modèle pour transcrire l'audio en texte. Ensuite, le deuxième modèle qui allait avoir la capacité de raisonnement, donc GPT-4. Mais ensuite, il nous fallait un troisième modèle aussi pour faire le texte vers l'audio, donc le text-to-speech. Et donc, c'est en faisant ces 3 modèles en fait mariés ensemble qu'il y avait un petit peu de latence
et que on n'avait pas cette conversation naturelle. On pouvait avoir 3-4 secondes finalement de latence dans l'usage. Donc c'est là que GPT-4o est une vraie révolution, c'est qu'on a maintenant un omni-modèle, donc le O pour Omni. Donc tout se fait avec un seul modèle en fait, tout a été intégré. Exactement, ouais. Alors on peut essayer de le prendre. Allez. Ici. J'ai un iPhone. Alors évidemment, on n'a pas encore travaillé le français, donc il y aura probablement un petit accent américain dans les réponses, mais essayons. On lui pardonne. Hey ChatGPT, alors je suis en direct avec Jérôme pour enregistrer un épisode de son podcast Le Monde Numérique. Est-ce que tu connais? Tu peux nous en dire peut-être une phrase? Yeah, I know The Monde Numérique. C'est un podcast qui explore l'impact de la technologie et du numérique sur notre société. C'est une excellente ressource pour rester informé sur les dernières tendances et innovations dans le domaine du numérique. Merci ChatGPT. Alors si je salue les auditeurs de Jérôme en français, est-ce que tu pourrais répéter ce que je dis et le traduire directement en anglais? Bien sûr, je te peux faire ça. Vas-y, je t'écoute. Alors, bonjour à tous les auditeurs du Monde Numérique. Très ravi de discuter avec Jérôme aujourd'hui et j'espère que vous allez en apprendre beaucoup sur l'IA. Hello to all the listeners of Le Monde Numérique. Very happy to talk with Jérôme today, and I hope you'll learn a lot about AI. Alors, c'est pas mal, mais j'aimerais que tu le fasses avec un peu plus d'énergie. Bien sûr, je vais ajouter un peu plus d'énergie. Hello to all the listeners of Le Monde Numérique. I'm thrilled to be chatting with Jérôme today, and I hope you'll gain a lot of insights about AI. How's that? Perfect. Merci beaucoup, ChatGPT. Incroyable. Alors la réactivité est hallucinante. En plus, alors je précise que il y a pas de trucage là. Hein. Ah ben non, tout est en live avec mon ici. On n'a pas fait de coupe, c'est d'une seule traite, etc. Exactement. Alors évidemment, comme je le disais, hein, l'accent était encore un peu Amérique du Nord, mais tout ça arrivera bientôt dans un français bien plus français. Donc voilà, c'est intéressant déjà pas mal. Ouais, et ce qui est intéressant, je pense, de souligner, c'est qu'on a parlé de la latence, mais ce qui est aussi intéressant, c'est des choses comme la possibilité d'interrompre le modèle. Donc par exemple, quand il a commencé à parler, j'ai pas eu besoin d'attendre qu'il termine, je peux l'interrompre. Donc c'est vraiment comme dans une conversation assez naturelle. C'est incroyable. Voilà. Et l'autre chose aussi qu'on a peut-être aperçu, je sais pas si ça marchait très bien dans le micro avec mon téléphone, mais c'est la possibilité aussi de demander de générer des tons différents. Non, je veux que ce soit un petit peu plus engagé, je veux que ce soit un peu plus énergique et être capable en fait d'avoir ce genre de réactivité dans la voix, dans l'intonation, quelque chose aussi d'assez nouveau en fait. Pas seulement la capacité de raisonnement, mais vraiment cette idée d'avoir une conversation très naturelle. Tu peux même lui demander de chuchoter, par exemple. On pourrait. Alors attends, je vais essayer de le ramener avec moi. Hop. ChatGPT, est-ce que tu pourrais chuchoter un secret sur les Jeux Olympiques à Paris? Je ne devrais probablement pas te le dire, mais il se dit que la cérémonie d'ouverture va inclure une performance spectaculaire sur la scène. Mais chut, c'est encore un secret. Oh, merci pour l'inviter. Mais Romain, comment est-ce que tu deviens pas fou en discutant avec une machine? Ce n'est qu'une machine. Évidemment. T'es pas tombé, je sais pas, c'est pas devenu ton meilleur ami en vrai, à qui tu confies tous tes secrets, etc. Non, mais je pense qu'en fait, c'est quand même un outil avant tout. Hein. C'est un outil qui est quand même très pratique, incroyable au quotidien. Enfin, maintenant, on s'imagine. Moi, je vais plus m'imaginer voyager dans le monde de la même façon parce que j'ai un traducteur en temps réel dans toutes les langues. Et on peut s'imaginer en fait que la barrière de la langue soit tombée pour tout le monde maintenant. Donc ça, c'est assez fascinant. Et je pense que c'est intéressant aussi de se dire que c'est un outil. Et même si on peut interagir avec la voix de façon extrêmement fluide dans toutes les langues, comme on l'a montré là, on a choisi de nommer ChatGPT comme un programme informatique en quelque sorte. On n'a pas choisi de le nommer comme une personne. Ouais. Et je pense que ça c'est aussi intéressant. Et donc, malgré l'apparence humaine des réponses et des conversations, je pense que ça reste un langage basé sur, comme on l'a dit, des algorithmes, des données. Donc, on investit beaucoup aussi sur la recherche, la sécurité, l'éthique des modèles. Mais non, c'est assez fascinant d'avoir cet outil en fait dans la poche ou sur son ordinateur au quotidien, quoi. Donc vous vous posez aussi ces questions, et alors, quand je dis vous, c'est-à-dire même les développeurs qui développent pas ça, est-ce que vous vous dites attention parce que là, si ça devient trop humain, il risque d'y avoir de la confusion, ça peut provoquer, je sais pas, des problèmes psychologiques même, etc.
En fait, on est très conscient des enjeux. On efforce toujours de communiquer clairement sur la nature, les limites des technos. Là, par exemple, je crois que GPT-4o, une des raisons pour lesquelles on est encore en train de graduellement le sortir, c'est qu'on s'efforce de communiquer sur tout ça. GPT-4o en particulier, il a reçu des tests super approfondis de plus de 70 experts pour justement identifier les risques, notamment avec ces nouvelles modalités comme l'audio. Et donc c'est avec ces résultats qu'on se renforce toujours et que nos modèles en gros soient déployés de façon sécurisée à chaque fois. Donc ouais, on engage beaucoup avec beaucoup de parties justement sur tout ce qu'on fait. C'est encore une fois une approche importante pour nous chez OpenAI, c'est de montrer d'un point de vue recherche les avancées qu'on a et en même temps avoir ce déploiement très itératif en engageant en fait tous les parties impliquées pour faire en sorte qu'on le fasse du mieux possible et que encore une fois ça soit dans le sens de la mission que ce soit bénéfique à toute l'humanité. Alors tu disais donc la particularité c'est que il est omnicanal. Est-ce que il peut il peut comprendre par exemple est-ce qu'il peut comprendre nos émotions, le ton de la voix, nos expressions de visage, des choses comme ça, ou est-ce qu'il pourra dans le futur interpréter ça également? Oui, alors déjà, je pense que quand on a les capacités de vision avec la caméra, ChatGPT peut identifier, par exemple, si on est plutôt triste ou si on a un sourire, etc. Donc, je pense que tout ce qui est reconnaissance d'expression du visage, reconnaissance de ce qu'il voit, la vision est aussi très impressionnante. Et pour comparer, en fait, pour les auditeurs aussi, c'est que jusqu'à présent, GPT-4, et notamment GPT-4 Turbo, avait des capacités de vision, mais basées sur une image statique. Donc, vous pouvez prendre une photo, l'envoyer à ChatGPT, et ensuite avoir des résultats. Là, maintenant, on a une vision en temps réel, donc on peut lui montrer en fait ce qu'on voit dans le monde réel. On a vu l'exemple de Be My Eyes, par exemple, qui était assez impressionnant, avec quelqu'un qui est aveugle et qui peut en fait montrer à la caméra et à ChatGPT tout ce qu'il voit autour de lui et avoir une description en temps réel. Donc effectivement, je pense que GPT-4o, il y a cette vision en temps réel qui peut interpréter aussi nos émotions sur le visage et un peu aussi les tons de la voix dans l'audio. Le futur, c'est quoi? Alors, GPT-5, c'est quand? Tu nous annonces sa sortie, là? Alors, non, ça va te décevoir, mais non, j'ai pas de date précise, mais c'est une question passionnante. Évidemment, chaque nouvelle version de nos modèles vise à améliorer les limitations des précédents. Donc, on n'a pas non plus annoncé comment ce prochain modèle s'appellera, ni quand il arrivera, mais on a commencé à sa phase d'entraînement, comme on l'a annoncé. C'est encore trop tôt pour dire ce sur quoi il sera mieux, mais ce à quoi on peut s'attendre, en effet, c'est de se dire que, entre GPT-3 et GPT-4, on a eu un saut énorme en capacité de raisonnement, et on pense qu'on pourrait avoir quelque chose encore de similaire avec les prochaines versions du modèle. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, ça généralise tellement bien que ça pourrait en fait être un modèle qui, à nouveau, s'améliore sur tous les domaines. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs et de fondateurs qui nous demandent comment est-ce qu'ils devraient aborder cette réflexion. Et en fait, il y a deux façons de voir les choses. Il y a la façon de voir les choses qui est de dire on a atteint un plateau, GPT-4 ne pourra plus vraiment s'améliorer ou alors de façon très marginale. L'autre façon de voir les choses, c'est de se dire non, les modèles vont s'améliorer de plus en plus. Si aujourd'hui, ils étaient capables de faire des tâches de juste quelques minutes, ça pourrait être bien plus encore à l'avenir. Et donc, on pense vraiment que c'est cette deuxième vision qui est la bonne. C'est en tant que fondateur, finalement, essayer d'imaginer ce futur, un petit peu vivre dans ce futur proche et de commencer à construire les produits en s'imaginant que les modèles vont s'améliorer, sans perdre trop son temps finalement sur là où GPT-4 peut-être à quelques limites. C'est de commencer à vivre dans ce futur et en attendant ces nouveaux modèles. Merci beaucoup, Romain Huette. C'était super de discuter avec toi et merci de m'avoir consacré ce temps. Je rappelle que donc tu es responsable de l'expérience développeur chez OpenAI et qu'on était ensemble en discussion, toi à San Francisco et moi à Paris. Merci Romain. Un très grand merci Jérôme, très grand merci à toi et merci à tous pour votre écoute. À très bientôt. Salut. Voilà, et ce que vous venez d'entendre n'est qu'une partie de l'interview de Romain Huette, que je vous invite vraiment à écouter en intégralité la semaine prochaine, où on va plus loin sur les applications de ChatGPT, l'API, etc., etc.
Et on va continuer à parler d'intelligence artificielle, car quand on aime, on ne compte pas. On va rentrer un peu plus dans le détail et notamment dans une problématique qui est vraiment au cœur du développement de l'IA, particulièrement pour nous, Européens, Français, etc. C'est la question de la souveraineté numérique de l'IA. On en parle avec une innovation que je suis allé dénicher dans les labos de l'école centrale Supélec à Saclay, près de Paris. Bonjour Renaud Monet. Bonjour. Vous êtes directeur du Digital Lab de Centrale Supélec. Alors Centrale Supélec, on ne présente plus, grande école française installée sur le plateau de Saclay en région parisienne. Et le Digital Lab que vous dirigez, qu'est-ce que c'est exactement ? Le Digital Lab, on l'a créé il y a une dizaine d'années. C'est un dispositif de prototypage pour des usages digitaux innovants. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait travailler des entreprises et des étudiants ensemble pour résoudre une problématique, créer un nouveau produit avec des coachs professionnels en design et en technologie. Et donc, notre méthodologie a permis de construire plus de 400 prototypes là en 10 ans dans des domaines très variés. Il y a vraiment tous les secteurs d'activité et avec des technologies qui parfois incluent l'intelligence artificielle, parfois du cloud, parfois des objets connectés. Donc, on innove en équipe et dans une approche centrée sur l'humain. Et alors, vous avez développé notamment une solution qui s'appelle Aristote, qui va bien au-delà du cadre purement universitaire, puisque c'est utilisé aujourd'hui par des entreprises. On peut citer par exemple le réseau social à la française Waller, qui vient de signer un partenariat avec vous, car Aristote, c'est un outil, si j'ai bien compris, qui permet de rendre à l'intelligence artificielle générative ce qui lui manque le plus aujourd'hui, notamment pour nous les Français et les Européens, c'est de la souveraineté. C'est bien ça. Comment est-ce que vous rendez de la souveraineté aux modèles, aux grands modèles, les LLM, pour l'intelligence artificielle générative ? Alors, une IA souveraine, c'est avant tout donc une intelligence artificielle qu'on fait tourner sur des serveurs qui sont complètement maîtrisés, souverains en France et dont on est certain que les données ne fuitent pas. Donc, la souveraineté de l'intelligence artificielle, c'est avant tout la souveraineté des serveurs. Pour pouvoir installer une intelligence artificielle sur un serveur français et souverain, il faut qu'elle soit open source, que vous puissiez l'utiliser librement, gratuitement, que la licence le permette. Et donc, il y a quelques grandes intelligences artificielles open source dans le monde aujourd'hui. Il y en a une produite par le groupe Meta qui s'appelle Llama. Il y en a une qui est produite par Mistral AI, la start-up française. Et donc, ces modèles open source, vous les prenez, vous les modifiez éventuellement, ce qu'on appelle les fine-tuner pour vos propres usages, mais surtout, vous les installez sur des serveurs souverains en France. Et ce que fait Aristote, c'est qu'il orchestre différentes intelligences artificielles, toutes open source et toutes installées en France, pour les faire collaborer ensemble, à la fin avoir un résultat qui est ce que le client cherche à obtenir. Notre cœur de cible, c'est vraiment des universités, des écoles. C'est un produit qui, avant tout, a des fins pédagogiques. Il vise à traiter des vidéos de cours. Les universités ont des dizaines de milliers de vidéos de cours qui ont été enregistrées. Et donc, Aristote a pour vocation de traiter ces vidéos, d'en faire des résumés, des quiz, des enrichissements pédagogiques. Et par ailleurs, on peut aussi faire des comptes rendus de réunions. Et c'est pour ça que Waller s'est appuyé sur Aristote pour produire automatiquement les comptes rendus de réunions dans Waller. Donc en fait, quand on parle de souveraineté, le corollaire, c'est vraiment la question de la confidentialité des données. Ça veut dire s'assurer que les données ne partent pas n'importe où, et notamment dans des pays étrangers. Est-ce que du coup, Aristote règle définitivement le problème qu'on peut craindre avec du OpenAI, avec du ChatGPT, du Gemini pour est-ce que vous pouvez travailler également avec ces grands noms de l'IA ? Alors, la question de savoir si les données que vous donnez à votre intelligence artificielle peuvent fuiter vers un pays étranger ou pas, ça dépend vraiment de ces données. Là, si on a envie tous les deux de rédiger un petit article qu'on va publier dans un quart d'heure, c'est peut-être pas si grave si on le donne à une intelligence artificielle américaine. En revanche, si on a envie de travailler sur un support de cours
qui est pour un niveau master et qui a été fait par un professeur d'université, là on n'a pas du tout envie que ce cours parte à l'étranger. Donc Aristote, il est là pour proposer au monde de l'enseignement supérieur et au monde de l'éducation une solution souveraine, alternative à ChatGPT, pour les situations dans lesquelles on n'a pas envie que les données fuitent. Donc clairement, les données ne fuitent pas quand on utilise Aristote, mais néanmoins, vous pouvez utiliser ChatGPT dans certaines situations à partir du moment où vous n'avez pas de crainte sur les données que vous utilisez. Il faut donc, pour chaque usage, se demander si on utilise une IA plutôt américaine, type Gemini ou ChatGPT, ou une IA souveraine comme Aristote. Nous, ce qu'on a voulu faire avec Aristote, c'est proposer une alternative crédible et souveraine, éco-responsable, et destinée au monde universitaire parce qu'il y a beaucoup de sujets de confidentialité dans l'université, puisque vous savez que les programmes d'enseignement sont adossés à de la recherche et que la recherche est parfois ou souvent confidentielle. Qu'est-ce que concrètement ça apporte par rapport à une IA et un modèle open source que j'installerai par exemple en tant qu'entreprise sur mes propres serveurs? Finalement, il y aurait pas de lien avec des entreprises étrangères. En quoi est-ce que Aristote peut améliorer cela? Alors, toute entreprise qui aujourd'hui est capable de prendre des serveurs d'intelligence artificielle qu'on appelle GPU de grande qualité, de très haute gamme, de les installer, de les opérer et de mettre des modèles dessus, effectivement, pourra apporter à peu près la même chose que ce qu'Aristote apporte. Néanmoins, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est de dire, en mettant un service Aristote au service de l'ensemble des universités, nous allons pouvoir consolider les usages de différentes universités sur les mêmes serveurs, donc en utiliser beaucoup moins, utiliser de ce fait des serveurs très haut de gamme, ce que potentiellement une entreprise ou une université ne pourrait pas forcément se payer. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'un bon serveur, c'est un serveur qui est utilisé tout le temps, H24 à fond, puisque c'est comme ça qu'on le rentabilise du point de vue économique et également du point de vue environnemental. Vous savez que les études de l'ADEME ont montré que le coût environnemental d'un serveur, c'est 80% à sa fabrication et 20% à son utilisation. Autrement dit, une fois qu'il a été fabriqué, il faut l'utiliser à fond. Et donc, ce qu'apporte Aristote, c'est effectivement la consolidation des usages et le fait que les serveurs vont être utilisés à fond. Si chacun en entreprise ou dans les universités fait du chacun pour soi, ça va très bien fonctionner. Mais ça va fonctionner avec des serveurs qui seront moins chargés et donc moins rentables. Oui, donc il y a une optimisation pour répondre à notamment cet objectif de, j'allais dire de frugalité, non, mais de rentabilité. De frugalité, oui, de frugalité d'achat, puisque notre objectif, c'est d'acheter ou de louer le moins de serveurs possible. Et donc, effectivement, une fois que le serveur est là, c'est contre-intuitif, mais la frugalité, ça consiste à lui donner un maximum de choses à faire et donc de collecter un maximum de tâches auprès d'un maximum d'acteurs et de les planifier dans le temps pour que même la nuit, le serveur soit chargé à fond. Et aujourd'hui, Aristote est utilisé par combien d'entreprises ou enfin, d'universités et d'entreprises éventuellement ? Alors aujourd'hui, il y a une plateforme qui s'appelle Pod, qui a été imaginée par l'Université de Lille et puis qui a été ensuite consolidée autour d'un consortium qui s'appelle ISUP. Et cette plateforme, elle est utilisée par 70 universités. La semaine dernière, elle a annoncé qu'elle s'était connectée à Aristote. Et donc, depuis mercredi dernier, les universités qui utilisent Pod sont en train de se connecter à Aristote, envoyer leurs premières vidéos pour qu'elles soient transcrites, traduites et enrichies avec des quiz. Et on est en train de regarder avec ces universités quels vont être les volumes qu'ils vont nous envoyer d'ici la rentrée, puisque notre objectif est d'avoir un maximum de vidéos traduites, donc plusieurs dizaines de milliers potentiellement, d'ici septembre. Merci beaucoup Renaud Monet, directeur du Digital Lab de Centrale Supélec.
Un grand merci d'avoir écouté en entier cet épisode de Monde Numérique l'Hebdo. La semaine prochaine, exceptionnellement, pas d'émission pour différentes raisons. L'actualité qui sera sans doute débordante avec le résultat du deuxième tour des élections législatives. Et puis aussi pour des questions d'emploi du temps et de disponibilité personnelle. Donc, pas d'hebdo samedi prochain, mais on se retrouvera bien sûr la semaine d'après. Et puis, malgré tout, en début de semaine prochaine, eh bien, les interviews en version intégrale. Et peut-être même des petites surprises, mais pour l'instant, je vous en dis pas plus. Ce week-end, ce dimanche 30 juin, ne pas rater le grand débrief de Monde Numérique avec François Sorel et Bruno Guglielminetti. C'est en audio, mais c'est aussi en vidéo sur la chaîne YouTube si vous voulez nous voir en petits avatars 3D. Et d'ailleurs, vous nous direz ce que vous en pensez. Et puis bien sûr, d'ici là, eh bien, faites connaître ce podcast à vos amis. Abonnez vos amis de force à Monde Numérique. Abonnez-les aussi à la newsletter. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, je les lis tous. Si c'est par mail, je vous réponds. Idem sur les réseaux sociaux. Et puis les 5 petites étoiles sur les plateformes de podcast. Également très important pour la visibilité, le référencement, la notoriété de ce podcast. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne quinzaine même, pleine de tech. Salut. Si, comme plusieurs milliers d'auditeurs, vous avez apprécié cet épisode et que vous souhaitez associer l'image de votre entreprise à ce podcast, alors n'hésitez pas à nous contacter. Le podcast est le média idéal pour connecter notre audience à la vôtre. Spot, Ostreed, contenu sponsorisé, il y a forcément un format adapté à vos besoins. Pour en parler, contactez-nous dès à présent à l'adresse mondenumérique.info/contact.